Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast de Culture Soccer 100% dédié au soccer canadien, bien évidemment. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, et je suis rejoint par mon partenaire de toujours, c'est Monsieur Daniel Cameron. Monsieur Cameron, vous allez bien aujourd'hui? Oui, merci Monsieur Raphaël, et vous? Ouais, ça va, je suis en forme, je suis extrêmement content, la vie est belle, le monde est beau, je suis tellement content d'être chez moi quand je regarde la tempête dehors que voilà, ça me met de super bonne humeur. On est aujourd'hui le 27 février, on est en train d'enregistrer en date du 27 février. Il est 6h moins le quart ce soir, et puis on va commencer juste cet petit épisode pour dire que si vous en faites pas, si jamais on parle pas des maillots qui vont sortir aujourd'hui même de la part des clubs de la CNPL, c'est parce qu'au moment où on enregistre, les maillots sont pas encore sortis. Donc, on ne parlera pas trop de ça cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, on reviendra là-dessus et on donnera notre avis sur celui qu'on trouve le plus beau et ainsi de suite. Mais en date d'aujourd'hui, on n'en parlera pas, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on veut s'exprimer et on veut parler. On va commencer en premier et on va avoir 3 sujets différents par rapport aux équipes nationales, que ce soit masculines ou féminines, plus des jeunes, mais aussi on va parler de l'équipe senior féminine. Et puis après, on va parler bien évidemment des transferts qui se sont déroulés en CNPL, vous donner quelques petites informations aussi supplémentaires qui sont peut-être passées un peu sous le radar et qui sont très très intéressantes, je trouve. Donc voilà le programme d'aujourd'hui, un programme chargé qu'on va avoir le plaisir de commenter. On va commencer en premier par, bien évidemment, l'équipe nationale féminine, donc la senior. Cette équipe nationale féminine, en premier, c'est une équipe qui va qui vient tout juste d'annoncer ses 22 joueuses qui vont participer au tournoi de France. Le tournoi de France, c'est un petit tournoi amical qui est quand même assez intéressant parce qu'il peut préparer les équipes aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on sait que ça arrive cet été, très bientôt. Et puis le Canada, il va jouer avec 3 autres équipes qui sont quand même très très intéressantes. On a les Pays-Bas, on a la France et on a le Brésil. Donc 3 forces quand même dans ce tournoi-là. Et les matchs se dérouleront du 4 mars au 10 mars. Il n'y a pas de finale et demi-finale et tout, c'est juste un groupe. Tu penses quoi de ce tournoi-là, toi, Daniel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Quand même, on va pouvoir se mesurer face à de grandes équipes du soccer féminin, de l'univers du soccer féminin. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de tournoi pour se préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo. Après ça, peu importe la forme, est-ce que c'est mieux ça, un tournoi comme ça, d'aller tout le monde au même lieu ou de faire 3 matchs amicaux? Je trouve que ça rend la tâche plus simple pour l'Association canadienne de soccer que d'organiser 3 matchs amicaux. Moi, je le vois comme une facilité. On remercie les Françaises pour l'invitation. Après ça, j'espère qu'il y aura quand même d'autres matchs amicaux qui vont être organisés par la suite en prévision des Jeux olympiques. Ouais, c'est sûr. Après, c'est 3 gros matchs, comme on l'a dit. Donc, le Canada, qui est présentement 8e dans le classement FIFA, va rencontrer les Pays-Bas 3e, la France 4e, puis le Brésil 9e. Donc, on se rend compte qu'en fait, ces quatre équipes-là sont dans le top 10 mondial. Donc, c'est pas des petits matchs. Puis, je pense que dans l'adversité, c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on devient qu'on devient meilleur en tant qu'équipe. Espérons par contre que Monsieur Heiner Müller a revisé un peu sa carte de visite. On dirait pas, vu la sélection, on dirait pas là. Exactement, on va parler de cette sélection-là. Donc, c'est les mêmes 20 joueuses qui étaient qualifiées pour le tournoi pré-olympique. Il a ramené exactement les mêmes joueuses, puis il a ajouté 2 joueuses, parce qu'il y a 22 joueuses qui sont en route au tournoi de France. Il a rajouté en premier une fille que j'ai hâte de voir parce que elle a juste une seule sélection avec l'équipe nationale canadienne. C'est Madame Vanessa Gilles qui joue à Bordeaux. Elle a juste 23 ans. C'est une défenseuse centrale.
très bonne joueuse. D'après, je l'ai jamais vu jouer, mais on m'a dit d'après mes contacts, comme quoi c'est une bonne joueuse en France qui joue assez souvent en rotation à Bordeaux. Et la deuxième joueuse, ben, c'est le retour de la joueuse qui est vétéran, Diana Matheson, à 35 ans. Elle a plus de 200 sélections avec le Canada, 18 buts. C'est pas une grosse buteuse, mais au milieu de terrain, c'est une joueuse qui a une belle vision de jeu, qui sera capable de faire d'ouvrir un peu le jeu. Elle est pas défensive, elle est plus offensive. Donc ça peut être intéressant. On sait que Diana était très très déçue de pas être là en Coupe du Monde parce que elle s'était blessée. Là, elle est remise. On dit que 35 ans, on peut presque dire que 36 ans parce qu'elle aura 36 ans au mois d'avril. J'espère que c'est juste une sorte d'au revoir à Diana Matheson. J'espère que c'est pas j'espère que c'est une façon de lui dire merci pour sa carrière et non pas vraiment une inclusion dans le groupe. C'est pas que je l'aime pas, je la trouve extraordinaire, sauf que il est temps de passer à autre chose. Tu sais, 36 ans, on a déjà les vétérans, on a déjà Christine Sinclair qui est là, on a Sophie Schmidt, on a Désiré Scott, on a Alicia Chapman, on a beaucoup de joueuses, la Stéphanie Labbé, beaucoup trop de joueuses au-dessus de 30 ans. Puis j'aurais aimé, surtout au milieu de terrain, si tu regardes les milieux de terrain, mon cher Daniel, ben t'as Julia Grosso, tu as Jessie Fleming qui ont 19 et 21, puis les trois autres milieux de terrain, ben c'est Scott, Schmidt et Matheson qui ont au-dessus de 30 ans. Tu peux ajouter au milieu de terrain peut-être Ashley Lawrence qui est aussi jeune. Donc bref, t'as plus de 50% des milieux de terrain qui sont âgés de plus de 30 ans. Je trouve que c'est trop. T'en penses quoi, toi, de ces retours-là, du retour de Diana Matheson et puis peut-être la deuxième sélection de Vanessa Gilles? Ben, pour Matheson, je me disais que c'était peut-être le temps de passer à autre chose. Mais au final, on voit que le sélectionneur est toujours aussi frileux, là. C'est ça le constat qu'on fait. Il profite pas de l'occasion pour faire tourner, d'inviter des nouvelles joueuses. Là, on sait que oui, il y a un match amical après en avril contre l'Australie, là, à Vancouver. Mais je sais pas, ça aurait peut-être été le moment d'inviter. Je pense qu'il veut peut-être, en tout cas peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il veut vraiment terminer son cycle qui a commencé au jeu de 2012 à Londres, puis le terminer avec cette génération dorée, si on veut, là, qui a été d'ailleurs qui a eu le bronze à Rio. Là. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est le moment d'en inclure davantage de jeunes? On verra, mais on sait que honnêtement, c'est dommage de pas laisser plus de variété, d'inclure davantage de jeunes joueuses qui auraient l'occasion de se montrer là. Ouais, effectivement, je trouve ça c'est dommage. On en parlait plusieurs fois de joueuses qui pourraient avoir qui auraient pu avoir cette chance-là, puis malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas malheureusement, et c'est vraiment très très dommage, je trouve. Mais bon, bref, écoute, c'est comme ça. On est obligé de vivre avec malheureusement, mais voilà, on va essayer de faire notre mieux. On va continuer à supporter cette équipe, voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, très hâte de voir ces matchs-là. J'aimerais aussi mentionner, en parallèle par rapport à ça, Canada Soccer, on en parlait la fois dernière, ceux qui avaient écouté notre épisode par rapport à Canada Soccer, les féminins. Je pense que notre invité, c'était Georges Sanchez, qui nous avait dit que il y a certaines joueuses qui étaient subventionnées par Canada Soccer. Cette année, Canada Soccer vient de sortir les 9 joueuses qui seront subventionnées. Je te laisse, Daniel, les mentionner. Donc, les 9 joueuses qui font partie de la NWSL et qui sont subventionnées par Canada Soccer, donc qui reçoivent un montant d'argent. Donc, je te laisse les mentionner. Eh bien, il y a les deux gardiennes, Stéphanie Labbé et Kierlyn Sheridan. Il y a Alicia Chapman, Chelina Zadorski, Sophie Schmidt, Diana Matheson, Désiré Scott, Nichelle Prince et Christine Sinclair, évidemment. Donc, c'est ça les 9 joueuses qui ont été retenues par l'Association de soccer canadienne. Je sais qu'on en a parlé l'autre fois. Moi, je suis pas trop partisan de ça parce que je pense que ça fait une certaine distinction, là, puis c'est une équipe nationale. Là. Je pense pas que des joueuses devraient être plus avantagées que d'autres.
Mais bon, peut-être qu'actuellement, c'est la meilleure solution pour avoir des joueuses compétitives en Amérique du Nord, là. Puis il y en a 9 seulement, ça prouve également que, tu sais, je me rappelle, George Sanchez parlait que la solution serait d'avoir une équipe de NWSL, pardon, par exemple à Vancouver puis de subventionner ces salaires-là pour avoir une équipe, mais il faudrait payer le double de salaire dans ce cas-là si ça se faisait, là. Parce qu'on a 9 joueuses, il faudrait avoir un groupe d'une vingtaine de joueuses au moins, fait que je pense pas que ce serait non plus la meilleure solution, là. Ouais, exactement. Ce serait peut-être pas la meilleure solution, mais écoute, c'est la solution qui est en place, donc on peut pas faire grand-chose. Il y a juste un point commun que j'aimerais mentionner et que je trouve un peu dommage. Au lieu d'encourager les jeunes joueuses à continuer à, à se développer, peut-être mettre un peu plus d'investissement dans le développement des jeunes de la prochaine génération, ben, je regarde que tout cet argent-là, ben, il est donné à des joueuses qui sont au-dessus de 30 ans. Donc, si tu regardes, Stéphanie Labbé, 33 ans, Alicia Chapman, 31, Sophie Schmidt, 31, Diana Matheson, 35, Desiree Scott, 32, Christine Sinclair, 36. Et après, tu as 3 joueuses qui sont un peu plus jeunes. Donc, Sheridan, 24, Prince, 25, puis Zadorsky, 27. Donc seulement le tiers qui Même est pas en bas ouais, de 30 ans. c'est ça, Ouais. juste le tiers qui est en bas de 30 ans, effectivement. Puis ce que j'aime pas dans ça, c'est que, bon, je comprends que oui, il faut remercier ces joueuses-là qui ont fait un peu le palmarès de l'équipe nationale canadienne, féminine canadienne. Je peux comprendre ça. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que on aurait pu les faire d'une manière en faisant des primes de match, des primes de tournoi. Donc, par exemple, tu sais, à la fin de la Coupe du Monde, bah, vous êtes qualifié en quart de finale ou huitième de finale, je me rappelle plus, huitième de finale, je pense. Bah, voilà la prime pour les huitièmes de finale. Les joueuses qui sont là, bah, vous avez chacune X montant de dollars. Mais après, que tu donnes une bourse au début de la saison, je trouve ça quand même assez ridicule. Mais bon, Ouais, ben bref. moi aussi, je suis plus pour les primes ponctuelles parce que c'est C'est celles ça. qui sont là qui le méritent à ce moment-là. Puis je pense pas qu'il devrait y avoir une distinction entre les joueuses qui jouent en Amérique du Nord. Pourquoi celle qui est en Amérique du Nord est subventionnée, mais celle qui joue en Europe, elle l'est pas, alors que celle qui va en Europe, elle fait beaucoup plus de sacrifices souvent que celle qui est en Amérique du Nord. En même temps, je pense que c'est peut-être pour avoir un plus gros bassin de joueuses. Comme tu as dit, il y en a beaucoup qui sont plus âgées, mais en même temps, je veux dire, ces joueuses-là, si elles n'étaient pas subventionnées, elles auraient peut-être déjà pris leur retraite, là. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps un revers de la médaille, là. Je comprends un peu le principe, mais je le partage pas. Mais peut-être qu'actuellement, c'est peut-être la meilleure solution qu'on a trouvée. Ouais, effectivement. En tout cas, bref, on verra à ce moment-là ben, si Canada Soccer changera son fusil d'épaule à un moment donné, mais à date, c'est pas le cas. On va continuer aussi dans les féminines. On va parler un peu des qualifications parce qu'il y a la Coupe du Monde U20 qui arrive bientôt. Et puis, la région CONCACAF avait tenu, ben, tient toujours encore ses qualifications pour la qualification ben, à la Coupe du Monde U20. Il faut garder en tête que le Panama et le Costa Rica, qui sont deux équipes CONCACAF, ben, sont déjà qualifiées comme étant les pays hôtes parce que c'est là que ça va se jouer. Donc, ce qui fait que il y a un tournoi de qualification qui est en train d'être fait par la CONCACAF, sauf qu'il y a juste 2 équipes qui vont se qualifier là. Et puis le Canada ben, a commencé cette poule-là, ben, cette compétition-là, ben, le 22 février, avec dans un groupe de 4 où ils étaient avec la Jamaïque, le Salvador et Guatemala. Ben, je te laisse mentionner, je sais pas si Daniel, si tu as accès aux résultats, je te laisse mentionner un peu les résultats. On va pouvoir en parler un peu plus tard. Eh bien oui, le tournoi a commencé par une victoire 2-0 contre le Salvador. Ensuite, il y a eu un match nul contre le Guatemala 0-0. Et c'est terminé la phase de groupe par une défaite 3-1 contre la Jamaïque. Mais malgré tout, l'équipe nationale canadienne passe au tour suivant, là. Mais passer par 4 points, une victoire, une nulle, une défaite, c'est toujours comme limite serré, là. Dans les compétitions, on est toujours content de passer à 4 points parce que c'est assez difficile. Là, on leur souhaite bonne chance pour la suite. Toi, tu penses quoi de cette nouvelle génération, Hadi?
Bah écoute, déjà, il faut mentionner que les U20 féminines, bah, elles sont coachées par Ariane Wilkinson, qui est une ancienne internationale canadienne, bien évidemment, qui a pris sa retraite juste dernièrement. Et puis, Wilkinson, elle a mentionné quelques petites choses que j'ai trouvé assez intéressantes. Elle a dit, bah, on a des problèmes en transition défensive, on a des problèmes à défendre les contre-attaques, en fait. Puis elle a dit que contre la Jamaïque, les 3 buts, ils sont venus en contre-attaque. Moi, j'ai pas vu le match, mais elle a dit que c'est ça le gros problème. Pourtant, on en avait parlé, mais écoute, on va devoir faire avec et continuer. La bonne nouvelle par rapport à tout ça, par contre, c'est que le Canada se qualifie au prochain tour. Et lors du prochain tour, ben, ce sera le 29 février, le prochain match. Puis le Canada jouera contre Cuba. Mais par contre, le tour suivant, ben, le Canada jouera contre l'adversaire qui aura gagné le match entre les États-Unis et Sainte-Lucie. Donc, je pense que c'est assez clair qu'on va dire qu'on va jouer contre les États-Unis en quart de finale. Puis c'est sûr que il va falloir battre les Américaines pour arriver jusqu'en finale. Et ce sera juste les quarts de finale. Après, il faudra jouer de nouveau soit contre la Jamaïque, les Bermudes, la République dominicaine ou bien le Salvador en demi. Et puis après, arriver en finale, puis à ce moment-là, bon, on s'en fout, on sera déjà qualifié. Mais il faudra passer par une victoire contre les États-Unis après avoir battu Cuba, ce qui va être très, très, très compliqué. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer de ce point de vue-là. Le match entre Canada et États-Unis, bah, si les deux gagnent leur match le 29 février, bah, se déroulera le 4 mars. Donc, on verra à ce moment-là si on en saura un peu plus par rapport à cette équipe U20. En passant, pour nos auditeurs, je sais qu'on a déjà mentionné, je sais pas si vous vous rappelez, on a mentionné il y a quelques mois que OneSoccer avait tous les droits des compétitions de la CONCACAF pour les prochaines années. Ben, surprise, surprise, ce tournoi qualificatif-là aussi est dans le programme, donc vous pouvez le suivre sur OneSoccer. Exactement. Donc voilà pour le volet féminin. Je pense qu'on a vraiment parlé un peu de tout et c'est important parce que il y a de belles petites choses qui se passent non seulement avec notre équipe nationale senior mais aussi avec les équipes de jeunes. À propos d'équipe de jeunes, du côté masculin aussi, il y a une grosse nouvelle. Canada Soccer a donné sa liste provisoire de joueurs qui seraient inclus pour le tournoi de qualificatif pour les Jeux Olympiques côté hommes. Il faut pas oublier que le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 côté hommes, c'est juste des joueurs de moins de 23 ans qui peuvent se qualifier. Et beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs, bien évidemment, un peu partout à travers le monde. Et des joueurs dont j'avais jamais entendu parler, pour dire très sincèrement. Mais beaucoup de joueurs aussi, quelques joueurs, en fait, de CanPL. Je sais pas si tu les as comptés, toi, Daniel? Non, je crois que c'était 8 ou 9. Et je sais qu'il y en a pas mal qui les ont comptés. Puis même le site de la CanPL en avait parlé. Bref. Je crois que c'était 8 ou 9, là. En tout cas, c'est une très bonne chose. On va parler de ces joueurs-là. Bien qu'on commence, j'ai envie de parler un peu de tous les joueurs, pas spécifiquement. On va parler spécifiquement de. Il y a un très, très grand nombre de joueurs. J'ai vu des invitations de mariage avec... il y avait des invitations de mariage avec moins de monde. En bref, bien évidemment, Daniel. Commençons par le pool des gardiens. On a Sébastien Breza, Thomas Assal, Sébastien Breza de Potenza en Italie, Assal des Whitecaps, Matthew Nogueira qui joue à Maritimo au Portugal, James Pantemis de l'Impact de Montréal, Dane Sinclair de Minnesota United. Pas de grosses surprises de ce côté-là. On sait qu'il y avait presque pas de joueurs potentiels en CanPL qui pouvaient être choisis. Donc c'est assez logique. Je m'attends très évidemment que les 3 choisis soient Pantemis, Sinclair et Breza. Après on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Je connais pas du tout les 2 autres. Assal, je sais qu'il est avec les jeunes des Caps. Ouais. Et puis Nogueira, je le connaissais pas du tout. Donc bref. Assal vient de la Saskatchewan d'ailleurs, parce que je sais qu'il avait joué dans les Saskatchewan Soccer Summer Series contre dans le cadre de ce match-là. Ils en avaient parlé Mathieu Goudet quand il est venu Gourley, pardon, quand il est venu à notre épisode il y a quelques mois, là, t'étais pas ouais. Ils en avaient parlé qu'il avait joué contre c'était un peu spécial parce qu'il est revenu à la maison pour ce match-là. Exactement. En tout cas, bref, on va en parler de ce Saskatchewan Summer Series un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'est ça, je trouve que
logique. Le choix, Pantémis devrait être titulaire, soit Sinclair, peut-être Breza, mais je m'attends beaucoup plus à ce que Pantémis soit le titulaire de cette équipe-là. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ces gardiens-là. Non, honnêtement, j'aimerais bien voir Pantémis. Breza, en passant, maintenant, il est prêté à Potenza par Bologne. Il y a Ouais. des rumeurs qui disent qu'après son prêt de Potenza, il va être envoyé à Montréal, puisqu'il ne comptera pas étranger, là. Ouais, Donc, ouais. à suivre. On verra à ce moment-là. On a un peu trop de gardiens du côté de Montréal, mais ça, c'est un autre sujet. On passe après aux défenseurs centraux. Donc, on a Robert Boscovich de l'équipe 2 de Toronto. Derek Cornelius des Whitecaps, on connaît très bien ce nom-là. Julian Dunn de Toronto aussi, des jeunes. Yoann Le Bourri, qu'on connaît très bien du Valor FC. Thomas Meyer-Giguère. Hein? Deux Québécois. Ouais, c'est ça. Et Thomas Meyer-Giguère de Pacific FC, qu'on connaît très très bien. Kamal Miller de Orlando City SC, qu'on connaît de l'équipe senior. Callum Montgomery de Dallas, aussi qu'on connaît assez bien parce qu'il a été repêché, je pense, l'année passée dans la draft de la MLS. Et c'est un gros espoir en venant de Dallas. On a Antonio Rocco Romeo aussi de Toronto et Frank Stirring des Pays-Bas, ainsi que Kari Fayao de l'Impact de Montréal. C'est intéressant, des joueurs que je m'attendais pas à ce qu'ils soient là. Donc, par exemple, Carifa, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Je savais même pas qu'on avait un joueur qui jouait aux Pays-Bas, Frank Stirring. Je le connaissais pas du tout. Ils font leur travail, les recruteurs. Ben, c'est ça qui est intéressant, hein. Après, je pense qu'il y a des évidences qui seront là, comme Derek Cornelius et Kamal Miller. Je pense que ce seront les deux titulaires. En tout cas, si jamais ils jouent à 4 défenseurs, ça m'étonnerait pas que Meyer-Giguère soit là aussi automatiquement. Après, il y a une place pour celui qui impressionne le plus dans le reste, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que les clubs sont obligés de libérer les joueurs pour les qualifications? Puisque les Jeux olympiques, je sais que pour la compétition des Jeux olympiques, les clubs ne sont pas obligés, mais est-ce que pour les qualifications olympiques, ils seraient? Non, ils ne devraient pas être obligés. Après, oui, ce sera difficile. Par exemple, Kamal Miller et Derek Cornelius, c'est quand même des joueurs qui sont vraiment presque titulaires avec leur club en MLS. Donc, Kamal Miller avec Orlando, puis Cornelius avec Vancouver. Mais si jamais ils ont été appelés, ça veut dire qu'ils sont en train de mentionner, ils ont été appelés dans cette liste provisoire. Ils sont en train de dire aux Whitecaps et à Orlando, ben nous, on aimerait les sélectionner. Est-ce que vous êtes game ou non? Et puis à ce moment-là, il y aura les discussions dans les coulisses et là, ils verront à ce moment-là si ces clubs-là vont les libérer ou non à temps pour les Jeux Olympiques. C'est sûr qu'il y aura une discussion dès maintenant avec les clubs et on verra à ce moment-là. Je pense que quand on aura la liste finale des joueurs choisis pour le tournoi pré-olympique, ben là, on va pouvoir savoir. Je pense que aussi, il faudra qu'on se qualifie avant de pouvoir avoir ce genre de décision-là. Mais Ouais. c'est intéressant. C'est intéressant. Quelque chose à ajouter sur ces défenseurs-là? Beaucoup de surprises? Beaucoup d'inconnus, là, surtout. Ouais. Comme, tu sais, Karifa Yao, on entend parler de lui. Moi, je l'ai jamais vu jouer, là. Il paraît qu'il a un bon niveau. Thomas Meyer-Giguère, tout le monde parle de lui, personne ne l'a vu jouer. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a quand il même était, joué longtemps en USL. il était au USL, c'est vrai, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, Yoann Le Bourri était à Winnipeg. Cornelius, on n'a même pas besoin d'en parler. Kamal Miller non plus. Donc, je trouve que c'est intéressant. Après ça, ça va dépendre un peu de qu'est-ce que les clubs vont décider, mais ce serait je pense qu'on a quand même du choix, là. C'est ce qui est bien. Je vois que, contrairement à, si on compare à il y a 10 ans, je pense que c'est pas Ah ouais. comparable. Ben oui. Mais là où tu as du choix, c'est dans les postes des latéraux. Et moi, je trouve qu'on a un choix énorme. On a Diaydin Abzi, à qui je souhaite vraiment beaucoup de bonheur. En tout cas, il était tout content. Il a fait une story sur Instagram comme quoi il a été sélectionné, puis il était tout content. On a Zoran Bassang qu'on a découvert lors du camp de janvier. On a Gabriel Boakier qui joue à Cologne. Je savais même pas qu'il était canadien. Zachary Broguillard de l'Impact de Montréal. Kadin Chung du Pacific FC. Marcus Godinho de Zwickau. Daniel Kilumbe de Halifax Wanderers, Émile Legault qui a pas de contrat en date d'aujourd'hui, puis Tariq Mohamed de Toronto FC. Ben, si t'enlèves Tariq Mohamed et Gabriel Boakier, ben, tous les joueurs, je les connais, puis je m'attends à quand même un bon niveau du côté de Boakier, parce que jouer en équipe réserve de Cologne, ben, ça doit pas être de la merde non plus. Mais c'est ça, je suis curieux. Après, bon,
J'espère juste que Godinho sera pas là. Mais Ah tout le monde Godinho, connaît un je peu pense mon... Godinho, je pense qu'il y a des très très fortes chances qu'il sera là. Ouais, bah ouais, j'en doute pas. Bah après, il joue en quoi, troisième division allemande là. Je pense que son club va être content de le libérer. Euh, bref, on verra à ce moment-là. Donc quelque chose que tu penses. Moi, je pense que les clubs de la CNPL vont pas bloquer ces joueurs-là. J'ai Ils n'ont comme pas intérêt. l'impression. La Ligue, pour rappel, le tournoi va être du 21 mars au 1er avril, donc ça va se terminer avant le début de la saison. Et la CNPL est là pour promouvoir les jeunes, donc ils ont vraiment intérêt à ce qu'ils participent à ce genre de tournoi-là pour se montrer là. Donc, je pense que c'est comme 99% de chances que les joueurs ne seront pas bloqués ni pendant les qualifications et si les Jeux olympiques il y a non plus pendant les Jeux olympiques parce C'est que les clubs ça. ont intérêt à... il y a une beaucoup plus grande exposition dans des compétitions comme ça que dans la CanPL. Euh, Exactement, et puis ouais, ça fait beaucoup de visibilité. Et c'est ouais. ce que la CanPL a besoin maintenant. Donc, moi, je pense que ça va être quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Et je pense que la CanPL, c'est dans leur intérêt de vraiment libérer ces joueurs-là au cas où il y a une qualification, comme tu l'as dit, pour les Jeux Olympiques. On va en parler un peu plus tard. Je sais qu'on a déjà parlé, mais on fera un petit retour bref sur ce qui va se passer pour ce tournoi U23 là. On passe au milieu de terrain. Pour Émile Legault, je suis vraiment surpris puisqu'il n'a pas fait une saison extraordinaire. C'est peut-être sa polyvalence qui a fait en sorte, c'est parce qu'il y aura juste 20 joueurs dans la liste finale. Aussi, c'est peut-être une volonté de voir il y en est rendu où, là. Par curiosité, de l'appeler, voir un peu il y en est rendu où, puis peut-être qu'il sera pas appelé dans la liste finale, mais je suis quand même surpris parce que là, il n'est pas prolongé à Pacific FC, on sait pas il va où, quoi, quand, comment. Je suis assez sceptique par rapport à ça, là. Ouais, exactement. Bah écoute, on verra. Mais après, moi, pour avoir un peu plus suivi Émile Legault, bah, cette dernière année, je trouve pas qu'il a volé sa place. Après, c'est juste dommage de voir. Euh, ouais, il y a deux joueurs dans cette liste-là provisoire qui ont pas de club. Ouais. C'est plus quelque chose d'habituel du côté du Canada. C'était Il y en a un qui habituel vient de là dans signer aujourd'hui, le deuxième vient de signer aujourd'hui. OK, ben ça c'est une bonne chose, mais c'est plus habituel du côté du Canada. Dans le passé, dans les années de 2000, 2010, c'était assez souvent même dans l'équipe senior que tu vois des joueurs sans contrat, tellement le bassin était pas énorme. Ben de nos jours, c'est un peu plus bizarre de voir des joueurs sélectionnés qui sont pas de contrat. Donc j'espère qu'Émile Legault a des touches et va pouvoir à ce moment-là signer avec un club très bientôt, de préférence en CanPL, ou sinon en MLS, j'espère. Bref. On verra à ce moment-là. On passe au milieu de terrain assez rapidement parce on a beaucoup de joueurs encore à mentionner. On a au milieu de terrain Clément Baillat de l'Impact de Montréal qui est blessé présentement. Tristan Borges qui a été, on en a parlé longuement, qui est en deuxième division belge. Mathieu Chouanière de l'Impact de Montréal. Aiden Daniels des Colorado Switchbacks en En USL. US. Liam Fraser de Toronto aussi, qui fait partie de l'équipe A d'habitude. Patrick Metcalf des réserves de Vancouver. David Norman de l'Inter Miami, mais qui a joué l'année passée À Vancouver et à à Pacific. Vancouver. Et à Exactement, et à Pacific Pacifique après. aussi. Noble Okello, qu'on a déjà vu aussi appelé en équipe nationale senior. Harrison Patton de Ross County FC. Et ça, c'est quelque chose qui En m'intéresse Écosse. beaucoup. En Écosse. Ryan Raposo, Vancouver Whitecaps. Je dis salut à mon ami Florian Moget qui s'occupe du college soccer pour Culture Soccer et qui arrête pas de dire que ça va être un crack Ryan Raposo. En tout cas, sa pré-saison avec les Whitecaps est très intéressante. Shami Chom de l'Impact de Montréal aussi, en qui Tristan D'Amour, notre ami, a beaucoup d'espoir cette année. Et Noah Verhoeven du Pacific FC. Il y a de gros noms, je trouve, à ce niveau-là des U23 du Canada, n'est-ce pas, Daniel? Ouais, honnêtement, tu sais, c'est bien. La plupart des noms nous disent quelque chose, là. Donc, moi, à part Metcalf et Payton, Harrison Payton, j'ai entendu, tu sais, tous les noms, je les ai vus jouer ou j'ai entendu parler, là, ce qui est quand même rassurant. Ouais, je Donc, connaissais pas Aiden Daniels, par exemple, Eden Daniels, mais il me oui. semble que le nom, je l'ai déjà vu. Ah non, je pense qu'il a été prêté, il venait d'être recruté récemment. Il me semble que le nom me dit quelque chose. Bref. Mais en tout cas, non, je trouve que c'est intéressant. Après ça, il faut voir
qui va être dans la liste finale? Est-ce que l'Impact va laisser Chom y aller? Plusieurs éléments. Fraser aussi, est-ce que TFC va le laisser y aller? À voir, mais il y a quand même des noms intéressants, puis je pense que ce sera à suivre. Là. Je suis confiant au niveau des milieux de terrain. Ouais, ben je suis curieux de savoir c'est qui va, parce qu'il y a beaucoup de choix. Ouais. Puis je suis curieux de voir qui va faire le code final. On sait que ça va être Mauro Biello, l'entraîneur. Je sais pas si ça a été confirmé, mais je pense que oui. Oui, ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Donc je suis curieux de voir ce que Mauro Biello va faire comme choix. Et on passe aux côtés des attaquants. Ben après ça dépend quel sera le dispositif tactique de Mauro Biello, parce qu'il y a plusieurs qui peuvent jouer sur le côté de ces attaquants-là. On va les nommer tous ensemble. Donc on a Theo Bair des Whitecaps de Vancouver qui je pense sera, si c'est pas titulaire, ben il fera sûrement partie du groupe parce qu'il a explosé en MLS avec les Whitecaps l'année passée. On a Charles-Andreas Briem de l'équipe réserve de Lille en Ligue 1 en France, qui aussi a très bien fait lors du tournoi de janvier, donc ça m'étonnerait pas de le voir aussi sélectionné. Tajan Buchanan du Revolution de Nouvelle-Angleterre qui est là. Terran Campbell de Pacific FC bien évidemment. Malik Johnson des Tampa Bay Rowdies. Aramis Cousine il n'y a pas de club en date d'aujourd'hui, mais c'est lui que je pense qu'il a signé. Oui, il a signé au Danemark. Ok, il a signé au Danemark, donc ça c'est quelque chose à savoir. Liam Miller, qu'on a vu souvent aussi en équipe première, qui est aussi dans l'équipe réserve de Liverpool. On connaît tous Liverpool, oui, Liverpool en Angleterre. Jayden Nelson, qui a déjà aussi ses premières sélections avec les A, qui va être un espoir à suivre, qui est à Toronto, Toronto FC. Easton Ongaro, on en parle assez souvent sur CSL Érable de Edmonton. Jordan Peruzza, que je connais pas du tout avec la réserve de Toronto. Jacob Schaffelberg de Toronto, qui a joué plusieurs matchs en MLS et qui a été vraiment très très bon, un joueur à surveiller. J'ai beaucoup aimé ce joueur-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec l'équipe nationale. Balou Jean-Yves Tabla de l'Impact de Montréal, voir si jamais il s'est réveillé un peu. Chris Twardek d'un club irlandais de Bohemian FC que j'ai déjà entendu parler parce qu'il a déjà fait partie, je pense, de l'équipe qui était allée au tournoi de Toulon avec John Herdman en 2018. Et Dyer Zanata, alors lui je le connais pas du tout, qui joue en Écosse avec Patrick Cethil FC en Écosse. Donc bref, des joueurs, je pense, beaucoup de joueurs de valeur sûre, mais aussi quelques petits inconnus, ce qui va être sympa parce qu'on va pouvoir voir si jamais il y a un de ces inconnus-là qui est capable de nous épater, n'est-ce pas? Ouais, ben j'ai l'impression que pour revenir à la liste en général, je pense que le but c'est aussi de voir le niveau de certains joueurs parce que on s'entend que certains jouent pas dans leur club ou sont dans les équipes réserves, donc ça sera difficile. Il va pas envoyer chaque fois des représentants de l'équipe nationale les rencontrer en Europe. Donc je pense que c'est intéressant de les appeler, voir un peu leur niveau. Certains vont être rappelés, certains vont c'est juste un coucou, puis on le met dans la liste, puis on le rappellera si un jour il perce. En passant, Aiden Daniels, je sais pourquoi et le nom me disait quelque chose, il avait joué au Fury l'année passée. Il avait été prêté au Fury, c'est pour ça que je me rappelle avoir annoncé qu'il allait rester en USL, mais à Colorado Switchbacks. Donc non, c'est ça. On a vu beaucoup de joueurs qui avaient été appelés dans le rassemblement de janvier, là, puis c'était prévu d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de joueurs U23 qu'on savait très bien qu'ils n'allaient pas être appelés régulièrement avec l'équipe nationale. Donc je pense qu'on reste honnêtement, juste un rappel pour nos auditeurs, la liste pour le tournoi sera de 17 joueurs de champ et 3 gardiens. C'est ça, donc 20 joueurs, j'allais le mentionner, c'est bien que tu le dis. 3 gardiens, c'est quand même beaucoup, donc tu as juste 17 joueurs pour le reste. On s'entend, on a parlé d'une liste là de 50 joueurs, donc ce sera réduit et pas à peu près. Et ça va être intéressant. Donc ceux qui vont être choisis, ce sera des joueurs qui auront une bonne chance de vraiment se prouver pour l'équipe première dans les prochaines années. Hein. Donc c'est un tournoi, je pense, très intéressant parce qu'on sait que on est en train de se préparer pour la Coupe du Monde 2022 qui est juste dans 2 ans. Donc ces joueurs-là, ils ont peut-être une chance d'intégrer le groupe A pour les qualifications de cette Coupe du Monde 2022, ce qui peut être très intéressant. C'est un peu leur dernière chance pour intégrer le groupe A, je trouve, selon moi. Après, il y en aura d'autres, mais c'est dans les dernières. Il y a toujours des late bloomers, puis supposons un joueur
qui est jeune dans ce groupe-là, il peut toujours être appelé pour plus tard. Alors, en passant, fait très intéressant, Jonathan David et Alphonso Davies, les deux ont confirmé leur non-disponibilité pour le tournoi de qualification olympique. Ça veut pas dire que pour les Jeux olympiques, c'est impossible. On sait jamais d'ici là. Il y a possibilité. Il faut se qualifier en premier. Ouais, exactement, voilà. Et également, la liste sera normalement composée le 11 mars. Là, donc, j'imagine qu'il va peut-être avoir un rassemblement avant. Puis, c'est pas clair est-ce qu'il y a un rassemblement ou pas avec ces 50 joueurs-là. Et après, on fait la liste. J'imagine que ça devrait aller dans ce sens-là, mais on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là. Parce que juste sortir une liste préliminaire, puis après ça, nommer une autre liste de 20, est-ce que ça valait vraiment la peine d'annoncer la liste préliminaire s'il n'y a pas vraiment de tri qui est fait en joueur? Je pense que la raison pourquoi ça a été fait, c'est pour mentionner au club, en fait, d'une certaine manière. Voilà les joueurs de qui on est intéressé. Au lieu de contacter chaque club tout seul, à ce moment-là, voilà le communiqué. Envoyez-nous vos réponses par rapport, oui, je suis prêt à le relâcher ou non. Je pense que c'est un peu ce côté-là. Puis après, ils auront un peu moins de travail à faire. Tandis que maintenant, si j'avais contact chaque club, 2 secondes, je vais aller vérifier, voir si jamais j'ai l'autorisation. Là, déjà, les clubs, en ayant lu ce communiqué, les clubs concernés, ils sont déjà en train d'en parler. Donc, quand Canada Soccer va appeler pour dire, bon, c'est cool, c'est fait, on vient en parler, on veut prendre ce joueur-là. Là, ils ont déjà une réponse déjà préparée, les clubs. Donc, c'est une manière un peu d'accélérer les choses et qu'il n'y ait pas beaucoup je pense en tout cas, c'est ma spéculation à moi. Je pense que c'était la façon de fonctionner de la part de Canada Soccer que j'aime bien parce que maintenant, les clubs sont pas pris au dépourvu et ils peuvent déjà commencer à discuter, voir si jamais ces joueurs-là peuvent être relâchés ou non. Ouais, ça serait une théorie intéressante. Puis de toute façon, dans ce cas-ci, comme j'entends David et Alphonso Davies, ils sentent que c'était les deux joueurs phares qui auraient pu être appelés et valait mieux régler la situation avec leur club, sachant que les deux sont pas mal titulaires ces derniers temps. Surtout David qui est actuellement meilleur buteur du championnat belge, Davies qui vient de faire un bon match en Ligue des Champions, David aujourd'hui en Ligue Europa, donc on s'entend que c'était pas mal sûr que leur club n'allait pas accepter, puis il valait mieux leur laisser la chance de s'épanouir en Europe. Là. Exactement. Et j'aimerais mentionner par rapport à cette liste-là un petit chapeau très levé bien haut à notre ami Alex Rupert que vous avez entendu plusieurs fois sur CS à l'érable. Parce que si vous allez voir sur le site de Culture Soccer, il avait fait un article par rapport, il avait fait ça le 20 décembre, donc depuis déjà plus de 2 mois. Il avait fait un article pour dire voilà les joueurs qui selon moi de la CANPL qui peuvent être choisis dans cette liste des U23. Puis il a vu vraiment juste je vais vous dire les joueurs qu'il a mentionnés. On a Diaydin Abzi. Il a été choisi. Bon, ça, c'est pas une surprise. Kadin Chung non plus. C'est pas une surprise. Il a été choisi aussi. Au milieu de terrain, il avait mentionné Noah Verhoeven, qui a été choisi aussi de Pacific FC. Et c'est là où il a un peu manqué. C'est au milieu de terrain avec Alessandro Ojarpour, qui a pas été choisi. Ni Zach Verhoeven, qui a pas été choisi non plus. Et puis, en attaque, il avait parlé de Tristan Borges, de Terran Campbell et de Easton Ongaro, qui tous les trois ont été choisis aussi. Il est pas loin du tout d'avoir fait un sans faute notre ami Alex Rupert. Bravo à lui. Et puis ça se voit. Après, il a mentionné quelques petits joueurs, quelques autres joueurs, quelques petites suggestions dans un paragraphe digne de mention. Eux, ils n'ont pas tous été choisis non plus. Mais c'est quand même intéressant de voir que notre expert CanPL, Alex Rupert, un de nos experts, il a eu l'œil juste en fait. Ouais, d'ailleurs, on avait parlé au début, c'est 8 joueurs qui ont été sélectionnés. Dans les 8 joueurs, bien sûr, on n'inclut pas Émile Legault parce qu'il est sans club pour le moment, on n'inclut pas Tristan Borges parce qu'il est parti en Europe, et on n'inclut pas David Norman Jr. parce qu'il est dans MLS maintenant. Il est en MLS, exactement, il avait juste été prêté. Donc c'est quand même, moi je trouve que dans les 8, si la moitié font le groupe final, ça serait intéressant. Puis après ça, ils vont pas tous jouer nécessairement, mais sauf que tu comptes. Mais si tu comptes comme ça, tu comptes Thomas Meyer-Giguer qui a pas joué un match en 4 non plus. Ouais, en contrepartie, on compte Thomas Meyer-Giguer, Daniel Kinumbe aussi. Juste
un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de gardien qui a été retenu, mais il n'y en a pas Ben, vraiment dans les moins de 23 ans. Je crois que Ben, Carlucci il le disait dans son article à Alex Rupert, comme quoi il n'y a pas de gardien de moins de 23 ans qui a été titulaire en CanPL qui pourrait avoir sa place. Parce que Carducci, par exemple, est déjà au-dessus de 23 ans, il n'est pas éligible. Donc, bref, il fallait s'y attendre et lui s'y attendait. Il disait il n'y a pas de surprise entre Pontemis, Dane Sinclair et Sébastien Breza. C'est les trois qu'il a mentionnés. Les trois étaient choisis. Ben, c'est ceux qui allaient être choisis. Donc, voilà. On verra à ce moment-là. Donc voilà pour cette sélection-là des U23. On a hâte de voir la liste finale. Comme j'ai dit, on a nommé 50 noms. Il y en aura juste 20, dont 3 gardiens. Donc beaucoup de ces noms-là seront pas sélectionnés. Et puis voilà, on verra. J'ai hâte. On vous tiendra au courant de ce qui se passe de ce point de vue-là. Voilà, donc on passe au prochain sujet qui est un peu, et ça c'est la partie préférée de mon ami Daniel que je vais laisser présenter, c'est les transferts en CanPL parce qu'il y en a eu quelques-uns. Exactement. Ben, il y a eu un Québécois qui a signé à Pacific FC. Il venait du college soccer, très apprécié de la NCAA, très apprécié par Florian Maugé. On le salue. Ouais. Il s'appelle Abdou Samaké. Il a fait partie de l'Académie de l'Impact de Montréal. Et c'est un défenseur central à voir. Là. Moi, je le connais pas honnêtement. Je vais pas faire semblant que je le connais. Mais je veux dire, ça serait vu comment s'en sont sortis la plupart des anciens de l'Impact de Montréal. Là. Il y a 23 ans. Quand ils sont sortis les anciens, il a joué également en USL League 2. Parce que vous savez, ceux qui ne savent pas, la USL League 2 qui s'appelait avant la PDL permet aux joueurs universitaires de jouer. C'est pour ça que le calendrier est fait en fonction de ça. Donc, moi, je le connais pas. Là. Je sais pas, est-ce que toi, tu avais entendu parler de lui par le passé? Non, mais plus de Florian. C'est Florian qui en parlait assez souvent, un peu dans nos discussions off, comme quoi c'est un très bon joueur. Donc, bref, très très hâte de voir ce qu'il va donner. Il est d'origine malienne. Il est né au Mali. Il est venu C'est quand ça, même Monsieur vieux à Montréal. Samaké. Par contre, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette signature-là, c'est que si tu regardes son coach et la carrière qu'il a fait, son coach Pamodouka en tant que défenseur central, ça va beaucoup aider quelqu'un comme Abdou Samaké. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que le développement de Samaké va beaucoup Samaké va avoir un développement qui sera bien affecté par un ancien joueur qui a joué à son poste en tant que défenseur central, Pamodouka. Puis ça va être très intéressant, ça va beaucoup l'aider parce que Pamodouka a fait quand même une très très bonne carrière aussi à ce poste-là. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, de voir qu'un jeune Canadien va pouvoir profiter de cette expérience-là. Moi j'aime ça. Ouais, puis il y aura aussi Marcel DeYoung comme mentor. Là, donc, je m'inquiète pas pour lui honnêtement si c'est un joueur de qualité. Je m'inquiète pas qu'il va se démarquer. Il y aura aussi Thomas Meyer-Giguère avec lui. Je pense que défensivement, ça va être intéressant du côté de Pacific FC. Également, il y a eu pas mal de joueurs qui ont signé via la filière 21st Club. Il y a eu un attaquant péruvien, le troisième qui a signé à York 9, qui s'appelle Adrian Ugarriza, qui vient de Alianza Lima, qui est quand même un grand club au Pérou. Il a 23 ans. Et il y a eu également deux Brésiliens qui sont venus qui ont signé à comment ça s'appelle, HFX Wanderers. Ils s'appellent Joao Morelli et Eric Santos. Donc, Morelli est milieu offensif et Santos est défenseur. Donc, les deux ont 23 ans. On voit que on va encore dans la même optique de recruter des jeunes joueurs via. Je suis pas sûr s'ils sont venus vers via la comment ça s'appelle, la base de données. Ouais, moi ça m'étonnerait pas du tout qu'ils ont été signés à partir de la base de données. Écoute, je pense pas que encore. Ouais, oui, c'est marqué en fait, je pense. Comme quoi ils ont été recrutés par là. Bref, en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas.
Vu le profil. Vu le profil, je pense pas que les clubs de KNPL ont encore ces réseaux de recrutement très développés pour aller chercher des joueurs un peu obscurs en Estonie, puis des choses comme ça. Voilà, exactement. Donc voilà. Et Donc, ouais, il y en a des deux je qui serais est en pas étonné. Estonie, là, donc actuellement, on leur souhaite bonne chance. Et il y a des joueurs qui arrivent avec un profil intéressant. On les connaît pas, on va pas faire semblant qu'on les connaît. Exactement. Non, on les connaît pas. On a un autre joueur brésilien qui a signé au Cavalry, Richard Luca aussi, qui peut être. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. C'est ça. Ouais. Donc bref, il y a beaucoup de Brésiliens qu'on commence à voir. Ouais, des Péruviens, des intéressant. Brésiliens. Il y a aussi une nouvelle qui est tombée, qui était un peu prévisible. C'était le fait que Pacific FC a relâché Ben Fisk. Il a fait même une entrevue avec la CanPL. Et il va rester dans la ligue. Il a dit il a bien aimé ses moments et qu'il appréhendait la saison avec les bons joueurs et avec Bustos qui avait signé et tout. Mais malheureusement, il va devoir aller dans un autre club. Les rumeurs disent que ça va être Ottawa. Lui, il vient de Vancouver, là, donc quand il était à Pacific, il était pas loin de sa ville d'origine. Peut-être que les raisons, c'est peut-être justement pour faire la place à Bustos, il fallait se débarrasser de Fisk et que peut-être Bustos avait plus le profil pour Pacific FC. Donc, on souhaite bonne chance à Ben Fisk, mais j'ai hâte d'avoir des nouvelles sur... C'est que notre ami Xav Wallet voulait vraiment qu'il reste là, avec le hashtag SaintFisk. Donc, à suivre. Il y a Valor qui a annoncé 4 joueurs qui vont pas rester, là, mais dans les 4, il y en a 2 qu'on savait déjà qui vont pas être là. Il y a Skyler Thomas qui retourne en USL à Pittsburgh. Il y avait Sacramento qui était parti en Irlande, je crois, en 2e division. Il y a aussi Ali Moussa et Matthias Jensen, Ali Moussa qui vient de Winnipeg, qui est natif de Winnipeg, qui avait joué en USL League 2 à Calgary Foothills, et Matthias Jensen qui venait le gardien de but qui venait de la 2e ou 3e division belge qui a été libéré par Valor. Et là, le dernier transfert, c'est le transfert intra-CPL, CanPL, c'est Elliot Simons qui signe à Cavalry. Après Halifax. Oui, après avoir été au HFX Wanderers. Ça, je suis un peu surpris. Mais je sais qu'il y avait des rumeurs il y a quelques mois qu'il devait signer en Division 2 en Europe. Et là, finalement, quand il y a eu l'équipe à Atlético Ottawa, on disait, ben lui, pour l'info, il est né au Royaume-Uni. Il est venu comme à 5-6 ans vivre à Ottawa. Puis il est reparti quand même assez jeune au Royaume-Uni après pour jouer. Donc, il a vécu à Ottawa, mais pas si longtemps que ça. Mais ça aurait pas été surprenant qu'il retourne vivre à Ottawa pour jouer. Finalement, il est allé à Cavalry. Là, je sais pas si tu as constaté, mais Cavalry, au-delà des joueurs étrangers, a recruté que des Canadiens qui ont joué à CanPL. C'est-à-dire, il y a eu Hernandez de Pacific FC, il y a eu Zebi de Edmonton, et là, on a Simons de HFX Wanderers. Donc, je sais que toi, t'aimes bien cette stratégie-là. Ouais, c'est sûr. C'est une stratégie un peu. T'es roi dans ton pays. C'est ça qu'ils essaient de faire. À la Bayern Munich, là. À la Bayern Munich. Exactement, à la Bayern Munich. Et tu sais quoi, moi j'aime bien ça parce que ça prouve que ce que j'aime bien, c'est que les clubs vont devoir vraiment gâter leurs joueurs pour pouvoir les garder. Et que comme quoi la concurrence parmi les joueurs, les équipes va se dédoubler et va être de plus en plus forte. Et c'est ce qu'il faut. Si jamais tu veux avoir une ligue qui est sérieuse et qui est attractive, il faut qu'il y ait de plus en plus de compétitivité entre les équipes, de rivalité et c'est ça, de compétition entre ces équipes-là, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain aussi, donc avec les signatures des joueurs. Donc, et c'est bien pour les jeunes pousses canadiennes, bien évidemment, parce que tu sais, tu peux te permettre de dire, ah ouais, je joue à Cavalry, c'est pas grave, je vais aller signer à Halifax, il me donne un meilleur contrat. Ça pousse, là, dans ce cas-là, c'est le contraire. Mais ça pousse les équipes à bien traiter leurs joueurs, que ce soit du côté financier ou des autres côtés. Donc bref, c'est intéressant, je trouve, et je trouve que c'est important pour le développement du sport au Canada.
Ouais, mais en même temps, c'est vrai que les trois joueurs, c'était pas été non plus les joueurs les plus dominants de leur club, là. Non. Donc, mais après ça, tu sais, il y a eu le mouvement de Petrasso vers York, il y a eu Busta. Ben, on s'entend que Valor a été liquidé de ses talents offensifs, là. Ouais, mais Et même après leur saison, est-ce que ça t'étonne vraiment? Moi, pas du tout, non. pas du tout, mais je veux dire, c'est Cavalry a pas récupéré. Cavalry ou Forge, pour l'instant, n'a pas recruté comme des joueurs qui étaient vraiment du top 3 d'une équipe pour l'instant. Puis je trouve que c'est bien quand même parce que ça va garder un semblant d'équilibre Ben oui. de concurrence dans la ligue, là. Ben oui. En tout cas, on verra par rapport à ça. Merci de nous avoir fait le tour de ces transferts, mon cher ami Daniel. On va passer au prochain sujet. Je vais te laisser le présenter parce que c'est quelque chose qui s'est passé à Edmonton qui a fait une annonce quand même assez intéressante. Oui, effectivement, Edmonton et Saskatchewan Selects. Il va y avoir 2 matchs amicaux à Saskatoon les 28 et 29 mars entre le FC Edmonton et le SK Selects. Donc, ça va être pour FC Edmonton, ça va être des matchs pré-saison, puis pour le SK Select, ça va être des matchs, point. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont pas beaucoup, hein. Exactement, mais je trouve ça particulier de faire 2 matchs de suite. Ben, c'est un week-end, puis en même temps, Edmonton est en ville, ils ont besoin de faire jouer tout le monde. Il faut pas oublier que FC Edmonton a quand même une académie, donc ils peuvent inviter pas mal de monde avec eux pour faire tourner les 2 matchs. C'est une manière de faire sa pré-saison. Tout le monde est gagnant, j'imagine, là-dedans. En même temps, j'ai juste peur que ça dilue un peu l'auditoire. T'en penses quoi par rapport à ça, toi? Euh, non, moi je trouve que c'est une bonne chose en fait qui est ce genre de match-là. Moi j'aime bien ça. Euh, Deux je- matchs de 2 jours de suite comme ça? Ouais, moi je trouve que c'est bien parce que tu veux avoir le plus de matchs possible contre des équipes professionnelles, ok? Est-ce que tu penses que Edmonton va pouvoir se permettre de faire 2 matchs en 2 semaines? Non. Ils ont un calendrier de pré-saison. Ils vont venir 2, 3 jours max. Puis après, ils vont partir parce qu'ils vont aller affronter d'autres équipes. Donc, si tu es capable d'avoir 2 matchs où tu vas avoir à ce moment-là les Saskatchewan Selects, peut-être que tu peux mettre 2 11 différents. À ce moment-là, ça te donne la chance à 22 joueurs, voire 30 joueurs avec les remplaçants, voire genre 40 joueurs avec les remplaçants, de se prouver, parce qu'on sait que Saskatchewan on en a parlé la fois dernière, Saskatchewan est parmi les villes qui veulent à Saskatoon, qui veulent avoir une équipe en KPL. Donc, c'est une bonne façon de vraiment tester le bassin de joueurs de la région. Puis là, tu testes vraiment le bassin avec. Tu as l'opportunité de faire jouer vraiment beaucoup de joueurs avec 2 matchs. Et c'est ça l'important. Et du côté de Edmonton, ben, ils s'en foutent un peu. Ils sont en pré-saison. Puis plus ils ont de matchs, mieux c'est. Plus l'entraîneur peut faire tourner lui aussi, faire jouer des joueurs à l'essai ou des joueurs comme ça. S'assurer que ces joueurs-là aient tous un peu des minutes de jeu. Donc non, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça du côté de Edmonton qui va pouvoir faire jouer plusieurs joueurs. Et du côté de Saskatchewan aussi qui va pouvoir aussi faire jouer plusieurs joueurs dans l'optique d'avoir un club KNPL dans les prochaines années ou les prochains 2 ans. Donc non, moi je trouve que c'est une bonne chose. Tant mieux. Ben, dans tous les cas, on leur souhaite d'avoir du plaisir, d'attirer du monde surtout. Et oublie pas que Edmonton, c'est probablement une des villes les plus proches de Saskatoon. Donc, il y aura les fans, il y en a qui comptent se déplacer pour le match, là. Donc, ça tombe un week-end. Donc, peut-être samedi soir, il y en a qui pourront aller puis repartir. Peut-être pas assister au match de dimanche, là, mais au moins assister au match de samedi, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, c'est intéressant de ce point de vue-là, surtout dans l'optique d'une éventuelle expansion, équipe d'expansion en KNPL. Donc, je pense que ça fait le tour de nouvelles du soccer canadien cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Daniel? Oui, ben, la semaine passée, on a parlé du calendrier. Le lendemain, Ah oui, c'est vrai. ça avait été annoncé, mais je voulais juste, je vais pas vous faire le calendrier club par club parce que vous allez vous endormir et Moi aussi, je vais c'est- m'endormir. ouais, c'est ça. Donc, ce sera plus simple d'aller vous-même le voir s'il y a un match qui vous intéresse ou si vous voulez aller voir des matchs à Ottawa, Toronto, Halifax et compagnie. Mais je vais vous retenir les éléments les plus, quelques éléments à retenir dans ce calendrier-là. Eh bien, cette année, il n'y aura pas de Spring and Fall Season.
Ce sera un tournoi, ce sera un classement final après 28 matchs, 14 matchs à domicile, 14 matchs à l'extérieur. Et pour l'information, l'année passée, il y avait eu beaucoup de matchs en milieu de semaine. Cette année, 90% des matchs seront les week-ends ou les jours fériés. Les jours de semaine, ça sera surtout pour les périodes appropriées l'été, là, pour pas qu'il y ait des matchs un mercredi soir où il fait noir comme l'année passée. Il y aura beaucoup de matchs les vendredis soirs, surtout du côté de York 9. Il y aura les 8 clubs vont jouer le jour de la fête du Canada, c'est-à-dire le 1er juillet. Et pour bien terminer la saison, pour pas qu'il y ait de magouille, ben, tout le monde va jouer en même temps le 4 octobre, le dernier match. Par la suite, il y aura comme un play-off avec un match entre le deuxième et le troisième qui va ensuite jouer une finale contre le premier. Donc, c'est comme ça que ça va. C'est ça les gros points à retenir du tournoi, du classement. Si vous voulez plus de précision, ben je vous invite du calendrier, pas du classement, du calendrier. Oui, pardon, du calendrier, merci, ouais, merci de me le rappeler. Il y a des changements. Toi, tu penses quoi de la transition de Spring-Fall vers un seul classement? Est-ce que tu as peur que... Merci mon Dieu, mes prières ont été répondues. Je déteste, j'aime pas du tout, je suis pas du tout fan d'un tournoi de deux tournois différents. J'aime pas ça. J'aime pas ça en Amérique du Sud. J'aimais pas ça au Canada. Je trouve que ça fait un peu bizarre de savoir qu'il y a deux champions en même année. Peut-être parce que je suis un peu old school, comme on dit. Je suis de la vieille école, puis pour moi, il y a un seul champion l'année, puis le reste, too bad, mais c'est pas comme ça. Vous êtes pas champion. Et puis c'est comme ça que ça marche. Et puis voilà, moi j'aime ça. La deuxième chose que j'aime aussi, c'est cette finale-là. J'aime le fait qu'il y a une sorte de playoffs parce que on sait qu'il y a 8 équipes, puis c'est difficile. Puis à un moment donné, au fur et à mesure de la saison, il peut y avoir à ce moment-là des développements quand même assez intéressants où une équipe qui avait un peu trop de retard se retrouve deuxième, sauf que l'écart était trop grand avec le premier, puis elle n'arrive pas à rattraper le premier. Donc ça te permet à avoir le deuxième et le troisième qui sont un peu inclus dans l'équation pour le titre de champion. Il se joue un match et puis là il se retrouve face au premier pour avoir vraiment un champion vraiment assez logique. Moi j'aime beaucoup ce format-là. J'espère que dans le futur, on n'aura plus besoin de faire ces sortes de playoffs-là, où ce sera un classement, puis le classement détermine le champion. Revenir un peu au modèle un peu européen. Mais je peux comprendre aussi la CanPL qui a dit, oui, on veut revenir au modèle européen, sauf que d'un autre côté, il faut pas oublier de garder un peu notre culture à nous, la culture nord-américaine, qui est habituée à avoir une sorte de playoffs, puis habituée à avoir ces matchs couperés à la fin, puis c'est une façon comme une autre. Je suis pas si dérangé que ça par ce côté-là. Par contre, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir dépasser un peu ce qu'on pense et notre culture nord-américaine, puis revenir à ce qu'on avait dit qu'on voulait faire, qui était vraiment un championnat pur et dur avec celui qui a le plus de points à la fin, c'est lui le champion, puis that's it. J'aime ce format-là. Il existe depuis plus d'une centaine d'années, puis il y a une raison à ça, c'est que ça marche. Et puis moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça à un moment donné. Mais je trouve que c'est bien aussi que la Ligue a écouté les fans. Pour s'ajuster. Puis, il faut pas oublier que même en Europe, il y a des championnats, notamment la Belgique, qui ont des playoffs. Là, donc, il y a même je sais que les championnats allemands, ils songent parce que souvent le Bayern est couronné longtemps à l'avance. Puis là, ça fait perdre un peu l'intérêt. Mais comme tu as dit, c'est sûr que s'il y a des promesses qui ont été faites pour un certain type de championnat, ce serait intéressant de les respecter. Tout dépendant du nombre d'équipes aussi qu'il y aura à long terme. Mais bon, c'est à suivre. Là. Puis en passant, j'ai une nouvelle qui nous est passée rapidement en début de semaine. Il y a Abubakar Sissoko et Amer Didic qui n'ont pas été retenus par les Vancouver Whitecaps. Pour Sissoko, là, c'est sûr qu'il va rester avec les Chiefs Wanderers parce qu'il vient de signer. Didic, c'est pas trop clair. Est-ce qu'il va... il y a l'article qui disait qu'il va retourner à Edmonton, mais on n'a aucune confirmation.
ni du club ni du joueur qui va jouer en 2020. Je suis super déçu par ça, en fait. Moi, je suis pas surpris, honnêtement. Moi, ça me surprend parce que j'avais vu les commentaires de Marc Dos Santos qui parlaient de Didic avec beaucoup de confiance, puis ça me surprend qu'il soit pas resté. Après, ils ont fait plusieurs signatures du côté des Whitecaps qui font en sorte que oui, peut-être Didic aurait pas eu le temps de jeu. Donc, point de vue de développement du joueur, ça m'arrange. Après, j'espère qu'il va trouver un club où qui va pouvoir lui faire confiance et lui donner une saison de titulaire. Si c'est pas à Edmonton, autre part où il peut avoir une saison avec vraiment de la compétition. Et j'espère que ça va pas trop lui bouffer le moral en fait et le démotiver effectivement. On lui souhaite bonne chance à lui, à Bakar Soko et à tous les joueurs canadiens, du CanPL et compagnie. Exactement. Écoutez, c'est ça qui va clôturer notre épisode de CS à l'érable. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a beaucoup de plus en plus de fidèles auditeurs. N'hésitez pas à nous parler, à nous envoyer des questions, à nous à discuter avec nous, ou même nous soumettre des sujets. Tiens, ou si un de ces jours vous êtes quelqu'un qui pourrait amener quelque chose au podcast, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Nous, on est prêt à recevoir des invités si jamais vous pensez que vous pouvez apporter ce petit plus. Donc voilà, merci beaucoup, mon cher Daniel, d'être encore une fois avec moi. Merci à toi et j'attends des nouvelles comme chaque semaine. Parfait, excellent. Merci à tous et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode excitant de CS à l'érable.